Les recherches sur le système solaire sont source de découvertes enthousiasmantes et d'énormes désillusions. Après y avoir découvert de l'eau, on a longtemps cru que Vénus et Mars pouvaient abriter des formes de vie avancées. Mais si vie il y a, elle s'y trouverait au mieux sous forme de micro-organismes. C'est donc au-delà de Mars que les regards se tournent aujourd'hui. Dans le système solaire externe, existe-t-il des astres proposant des environnements susceptibles d'accueillir la vie? Et au-delà, par-delà les frontières de notre système solaire, notre quête d'une planète comme la Terre nous amènera-t-elle un jour à visiter d'autres systèmes que le nôtre? Et peut-être y découvrir d'autres mondes? Situé entre Mars et Jupiter, d'indénombrables corps célestes composent la ceinture d'astéroïdes. Des milliards de blocs rocheux, de poussières d'étoiles, de planètes qui ne se sont jamais formées, se percutent de temps en temps. Ils sont les vestiges de la formation du système solaire. Quasiment impossible à dénombrer, les plus petits n'étant que de gros cailloux, ils prennent le nom de météorites quand ils tombent à la surface de la Terre. Depuis 1801, près de 600 000 de ces corps ont été recensés. Le plus petit connu, 2015 TC25, fait seulement 2 mètres de diamètre. Le plus gros, Vesta, 580 km. On estime le nombre d'astéroïdes d'une taille supérieure au kilomètre à 2 millions environ. Cérès, avec sa masse de 1 milliard de tonnes et son diamètre de 950 km, longtemps classé astéroïde, a vu son statut changer en 2006 pour devenir une planète naine. Malgré sa masse et une forme sphérique presque parfaite, elle a manqué de peu le statut de planète à part entière. Pour cela, il aurait fallu que lors de sa formation, elle ait entièrement nettoyé son voisinage. Ce qui n'est pas le cas, son influence gravitationnelle étant insignifiante dans le système solaire. Au moment de la formation du système solaire, on a clairement des morceaux plus gros qui se sont développés, qui sont devenus les planètes. Mais il y avait des restes. Alors certains ont été soufflés par le vent solaire et tout ça est parti.
Mais il y a quand même des petits restes qui sont là. Alors ces petits restes sont plutôt rocheux, et dans ce cas-là, on va plutôt parler d'astéroïdes, ou plutôt glacés, et dans ce cas-là, on va plutôt parler de comètes. Entre l'orbite de Mars et de Jupiter, tout le monde sait, depuis Le Petit Prince, qu'il y a une ceinture de plein de petits mondes qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Certaines d'entre elles sont quand même ce qu'on appelle des planètes naines. Elles sont sphériques, elles sont assez grandes. Mais malgré tout, si on prend la masse de tous ces objets-là, on est très très loin de faire la masse d'une planète comparable à la Terre. C'est beaucoup beaucoup plus petit. Les astéroïdes, après tout, ce sont ce qu'on appelle des planétésimaux, c'est-à-dire ce sont les restes des briques qui ont formé les planètes, y compris la Terre. Ce qui s'est passé, c'est que ces planétésimaux, influencés par Jupiter, sa présence massive qui influence tout le champ de gravitation dans la région, a empêché la formation d'une planète à partir de ces morceaux-là. Donc ces morceaux-là ont peu été modifiés depuis la formation du système solaire, ce qui fait qu'on peut considérer que ce sont des témoins de ce dont la Terre est formée. Donc ils montrent un peu ce qu'étaient, en tout cas pas tous, mais certains types en tout cas, montrent ce qu'étaient les blocs de base à partir duquel on a construit les planètes. Donc c'est intéressant de voir un peu à partir de quoi on a construit. Et puis il y a le fait qu'ils se baladent toujours, et donc ils tombent sur les planètes, sur les lunes, et donc ils amènent avec eux des rochers, mais aussi des glaces. Et évidemment, il y a toute la question de savoir comment finalement on a autant d'eau sur Terre. Et certains disent, c'est pas compliqué, en fait, ce sont les comètes, les astéroïdes aussi, qui ont amené finalement cette humidité à la Terre. C'est qu'une partie de ce qu'a formé la Terre, ce sont des astéroïdes, non pas les classiques, là, celles qui sont près de chez nous, mais plutôt celles qui sont pas loin de Jupiter, qui sont riches en carbone d'ailleurs, riches en eau, alors pas sous forme de glace, mais sous forme de roches hydratées. Eh bien, celles-là ont contribué à former la Terre et donc ont amené les quelques milliers de mètres d'eau qui recouvrent notre planète. Donc on les étudie. Actuellement, il y a des programmes de recherche pour essayer de se prémunir, de savoir s'il y en a un gros qui va nous tomber dessus, et dans ce cas-là, essayer de faire quelque chose. Et puis, d'autre part, on essaie de les étudier pour comprendre leur rôle d'archive et leur rôle d'apport aux planètes. En janvier 2017, la NASA a annoncé 2 autres missions vers les astéroïdes. Lancée en 2021, Lucie survolera entre 2025 et 2033 les astéroïdes Donald Johansson, Eurybat, Polymele, Leucos, Oros et Patrocle. En 2022, c'est la sonde Psyché qui quittera la Terre pour aller visiter l'astéroïde 16 Psyché en 2026. Tout semble indiquer qu'il est métallique. L'analyse de la composition minérale des astéroïdes est l'un des objectifs de ces futures missions. Ces millions de corps célestes regorgent de métaux nobles qui manqueront un jour à l'humanité. Les agences spatiales et l'industrie privée commencent donc à envisager l'exploitation des astéroïdes. Sur Terre, avec toute l'informatique, on a besoin de plus en plus de métaux et de matériaux précieux, style du platine, etc. Et les ressources ne sont pas inépuisables. Alors, certains se disent, tant qu'à faire, autant essayer de les trouver ailleurs. Ailleurs étant des astéroïdes bien particuliers, qu'on appelle des astéroïdes métalliques, qui sont des morceaux on va dire, de mini-planètes, donc de l'intérieur, en fait, d'objets plus gros. Alors, c'est effectivement des objets où il y a pas mal de métaux, et notamment des métaux lourds, donc du platine par exemple. Le truc, c'est que c'est pas juste y aller, mettre un petit drapeau et dire coucou. Là, il faut de nouveau établir des mines et ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on peut faire ça de manière totalement robotique, sans avoir des hommes? Pourquoi pas? C'est plutôt vers ça qu'on se dirige, quoi. Maintenant, est-ce que c'est économiquement rentable?
Et à l'heure actuelle, il faut bien le dire, ce n'est pas encore économiquement rentable. Donc les plans sont toujours là, mais ne se développent pas vraiment parce qu'il n'y a pas encore une nécessité économique de le faire. Après, on peut se poser la question, envoyer des gens comme ça sur la Lune, défigurer la Lune, Mars ou un astéroïde, si on va polluer tout ça, si on transforme tout ça, est-ce que moralement, éthiquement, on en a le droit ? Légalement, on en a le droit, parce qu'il y a aussi ce problème-là, il y a des traités internationaux quand même. Alors, maintenant, il y a des pays qui, comme les États-Unis ou le Grand-Duché du Luxembourg, ont pris des législations très permissives au niveau de l'exploitation des ressources spatiales au sens large. Mais voilà, là, on se place plus sur un débat qui devient moral ou éthique, et voilà, les contraintes légales sont assez lâches, il faut bien l'avouer, à l'heure actuelle. Et on va dire qu'au niveau privé, ils s'engouffrent un peu dans la brèche, et pour le moment, il y a plein de projets spatiaux comme ça, où ils sont en train de pousser un peu les frontières et de faire un peu ce qu'ils veulent, et donc par certains côtés, on est un peu dans un Far West où chacun fait un peu ce qu'il veut. En réalité, très souvent, quand on pense à l'exploitation de minerais dans l'espace, c'est pas tellement pour le ramener sur Terre et l'exploiter. Très souvent, en fait, le raisonnement, c'est qu'en allant chercher du matériel dans les astéroïdes, on peut l'amener dans des futures stations spatiales qui ont besoin de roches, de minerais pour pouvoir continuer leur développement. Par exemple, un exemple qui tient bien la route, c'est que si on envisage de créer des stations sur la Lune, on aura besoin d'amener de l'eau. Et amener de l'eau sur la Lune, d'accord, on peut l'emmener depuis la Terre, mais c'est pas une mauvaise idée de l'emmener, de l'apporter à partir d'une comète dans le voisinage. On trouve ça en abondance dans les romans de science-fiction, et c'est pas tout à fait absurde d'un point de vue ingénierie, delta V, consommation de carburant dans un avenir lointain. Si ces astéroïdes ne se sont pas agglomérés en planètes, comme ce fut le cas pour les planètes telluriques, c'est sans doute en partie dû à l'influence de Jupiter. Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Son rayon est 12 fois plus grand que celui de la Terre, et sa masse est presque 320 fois plus importante. Uniquement formé de gaz, il n'y existe aucun sol à proprement parler. Une sonde pourrait donc plonger au cœur de Jupiter et ressortir de l'autre côté. À condition de supporter des températures infernales. Le cœur de la planète, enfoui à 7000 km, atteint les 30 000 degrés. Cette planète est ce qu'on appelle une étoile ratée. Il n'y avait pas assez de matière dans la nébuleuse primitive pour que Jupiter atteigne la masse critique qui aurait enclenché la fusion nucléaire. La sonde Cassini, mise en orbite autour de Jupiter, a étudié la planète entre 1995 et 2003. Mais nos connaissances sont en train de faire un nouveau bond en avant avec la mission Juno. La sonde Juno est arrivée à Jupiter le 5 juillet 2016 après un voyage de 5 ans. La mission de Juno est d'étudier l'origine et l'évolution de Jupiter, donc de mieux comprendre la formation du système solaire, puisque la planète, contrairement à la Terre, a conservé sa composition initiale. À la fin de sa période opérationnelle, prévue pour 2022, la sonde devrait plonger dans l'atmosphère de Jupiter pour y disparaître. Une telle conclusion est nécessaire pour éviter une possible contamination des satellites de la planète. Car Jupiter possède plus d'une centaine de satellites, dont 4 plus massifs que les autres, Ganymède, Callisto, Io et Europe. Des mondes qui révèlent de nombreuses similitudes avec la Terre. C'est vrai que Jupiter, c'est un vrai système.
Donc vous avez cette énorme planète, une boule de gaz, il y a pas de surface. Ce qu'on voit quand on regarde, ce sont juste les nuages, des nuages d'ammoniac essentiellement, avec plein de différentes molécules qui les colorent. C'est un monde absolument magnifique. Alors en 1610, il y a un type extraordinaire qui s'appelle Galilée, qui a l'idée, parce que c'est un peu dans l'air du temps, de pointer une petite longue vue vers le ciel. Et il pointe vers la Lune, il pointe vers Jupiter, et il découvre 4 satellites énormes, qu'on appelle les satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Autour de ça, vous avez encore d'autres petits satellites, probablement très souvent des astéroïdes capturés, et encore, hein, il peut y avoir des restes de ce qui a constitué le système qui a formé Jupiter et les petites lunes. Et on a du mal à les compter parce que certains sont très petits, et puis surtout certains ont des orbites qui sont tellement loin de Jupiter que de temps en temps, on devine qu'ils tournent autour, mais ils passent tout d'un coup du statut d'astéroïde à statut de lune de Jupiter, et ce qui fait qu'on ne sait pas combien il y en a de lunes de Jupiter. Mais enfin, il y en a plein, il y a même des très fins anneaux, donc des petites particules de glace qui sont piégées là par tous les effets gravitationnels des différentes lunes. Donc c'est toujours des mondes compliqués. Une de ces lunes, Europe, intrigue depuis longtemps les scientifiques. Un monde situé 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. À la fin de l'année 2019, le télescope Hubble y a détecté de l'eau à l'état de vapeur. La NASA a officialisé le développement d'Europa Clipper, dont le lancement est prévu à l'horizon 2025. La sonde devrait réaliser une quarantaine de survols d'Europe, à des distances variant entre 2700 et 25 km de sa surface. Équipée d'instruments qui lui permettront d'analyser la composition de la vapeur d'eau d'Europe, Europa Clipper sera en quête de traces indirectes de la vie. C'est sous forme de geysers que cette vapeur d'eau existerait. Des geysers dont l'origine se situerait sous une calotte de glace de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Et là, se cacherait un gigantesque océan d'eau liquide. Quand on étudie un peu les déviations que la gravité engendre sur les sondes qu'on envoie dans la région, eh bien, on pense maintenant, selon les modèles, qu'il y a effectivement de l'eau liquide en masse sous la surface. Donc des croûtes plus ou moins épaisses, de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres quand même, et en dessous des océans piégés d'eau liquide. Et donc évidemment, tout le jeu, c'est de savoir si vous avez de l'eau liquide, une source d'énergie, sachant que vous avez quand même le même genre d'éléments chimiques un peu partout, est-ce que vous pourriez avoir de la vie sur Europe ? Alors ça fait longtemps qu'on se pose la question, depuis qu'on a découvert cet océan, et on n'a toujours pas de réponse véritablement. Est-ce que la vie est apparue ? Vous avez actuellement des poissons qui nagent. Bon, ce serait très intéressant, peu probable, mais très intéressant, on ne sait jamais. Et puis surtout, si c'est rien passé ou pas grand-chose, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intermédiaire entre la vie telle qu'on peut l'imaginer et rien du tout, ce qu'on appellerait dans notre jargon une chimie prébiotique, certains chaînons manquants entre l'inerte et le vivant, sachant qu'on ne comprend rien on ne comprend rien à ce qui fait qu'on passe de non-vivant au vivant. Donc la réponse est peut-être dans les océans d'Europe. Bon, le mieux serait d'aller voir, évidemment, mais bon, déjà, on ne sait pas quelle est l'épaisseur de la banquise, ça pourrait être 1 km ou 100 km, c'est pas pareil pour creuser. Mais donc, là aussi, il y a des missions supplémentaires vers Jupiter qui vont essayer de mieux comprendre cette lune, mieux comprendre aussi Jupiter, bien sûr, mais mieux comprendre les lunes et essayer de voir ce qu'on peut faire. Et est-ce que c'est faisable ? Est-ce que véritablement la vie peut se développer dans des conditions de ce type-là ? Si on trouve que quelque chose s'est passé dans les océans d'Europe, ça voudra dire que ça se passe dès que les conditions sont favorables, et ce sera une leçon extraordinaire pour nous dans notre enquête sur sommes-nous seuls dans l'univers. Des conditions indispensables à l'apparition et au développement de la vie qui seraient présentes sur le plus gros satellite de Saturne, Titan. Cette lune,
légèrement plus grande que Mercure, est le seul corps solide du système solaire à posséder une atmosphère dense constituée à 98% de diazote, un système climatique comparable au nôtre, et est le seul à contenir du méthane liquide en surface. La NASA a officiellement validé le développement de la première mission d'exploration aérienne, Dragonfly. Lancé en 2026, cet octocoptère, truffé de caméras et d'instruments, explorera l'équateur de Titan et collectera des informations sur la composition chimique du satellite. Car Titan représente un véritable laboratoire de production de molécules organiques. Avec la Terre, c'est le seul monde connu à la surface duquel on peut trouver des étendues liquides. Titan contient 10 fois plus d'étendues liquides que la totalité des océans terrestres. Et à 50 km sous sa surface, se trouve un océan global de 200 km de profondeur. La NASA, avec son institut de recherche avancée, a, pour étudier ces milieux exceptionnels, conçu le tout premier sous-marin spatial. Le SUB. 5,9 mètres de long, 1,1 mètre de large et 2 mètres de haut. Le SUB devrait accomplir un séjour de 90 jours dans une des mers de Titan. Le sous-marin aura pour objectif de déterminer si une vie a pu se développer dans le méthane liquide du satellite. Et puis sur Titan, on s'est posé dessus. Donc il y a eu une mission américano-européenne, Cassini-Huygens. Donc en 2004, la sonde Cassini largue un petit module et on se pose à la surface. Pas de bol, c'est marée basse. Et on découvre un paysage extraordinaire. On fait une photo. Alors on fait 1000 fois la même photo. Manque de bol, on ne peut pas tourner. La caméra n'est pas conçue pour faire un 360. On ne fait pas de panorama, c'est un peu frustrant. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une plage à marée basse avec des galets. Alors on ne voit pas la mer qui s'est reculée, parce que la mer, elle est vraiment partie, elle est vraiment très loin. En fait, elle est dans le sous-sol et dans l'atmosphère. C'est probablement soit une mer, soit un lac de méthane liquide. Et ce méthane, il est tout le temps ce qu'on appelle photolysé, c'est-à-dire que les molécules de méthane sont cassées par le rayonnement ultraviolet du soleil, et ça crée plein de réactions chimiques incroyables. Ça crée des polymères, c'est-à-dire des plastiques, des suies, et une chimie qui ressemble à une chimie biologique, je dirais, on appelle ça une chimie organique, qui a priori n'a rien à voir avec les biologies, mais qui est d'une très très grande richesse. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur Titan l'équivalent du cycle de l'eau, mais avec du méthane. Donc on a du méthane liquide, du méthane solide, du méthane gazeux. Bon, on a donc pas mal de composés organiques. Le seul problème, c'est qu'il fait quand même relativement froid. C'est un peu une terre au congélateur. C'est une proto-terre au congélateur. Vous avez des nuages de méthane, des pluies de méthane, des rivières avec des canyons, des lacs. C'est absolument extraordinaire, notamment dans les régions polaires. Alors, dans ce contexte-là, on a prévu d'y retourner. Et la NASA a sélectionné l'année dernière une mission formidable qui, non seulement va se poser à un endroit, mais va se déplacer. Alors, quand on envoie des missions qui se déplacent sur Mars, on envoie des rovers, des robots à roulettes qui vont se déplacer. Sur Titan, mes collègues américains ont une meilleure idée. Comme l'atmosphère est très dense, que la gravité est faible, eh bien, on peut tout simplement envoyer un drone. Donc, c'est un engin assez massif, plusieurs centaines de kilos. Et avec peu d'énergie, finalement, il peut se déplacer, voler, se poser, analyser la surface, repartir, analyser ailleurs, etc. Titan s'est révélé tellement intéressant qu'on se dit qu'il faudrait y retourner, quoi, clairement. Et pas seulement Titan, il y a aussi Encelade. Il y a vraiment des dizaines de mondes qui font plus de 500 km de diamètre dans le système solaire, entre les lunes, les astéroïdes, etc. Encelade est l'un des plus intéressants. Encelade est un petit satellite avec un diamètre de seulement 505 km.
Sa surface est très brillante et réfléchit presque toute la lumière qu'il atteint. Lors d'un survol du satellite en 2005, la sonde Cassini a identifié autour du pôle sud une région couverte de jets de vapeur d'eau. Car Encelade possède elle aussi, sous sa surface, un océan d'eau liquide. Cet océan, en contact avec le noyau rocheux, ferait remonter de l'eau chargée de sel vers des grottes. La vapeur émise remonterait ensuite lentement vers la surface à travers des fissures du manteau d'Encelade pour être finalement rejetée vers l'espace. La vie pourrait donc exister sur cette lune, située à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, en orbite autour de la géante Saturne et ses célèbres anneaux. Des anneaux qui sont amenés à disparaître. Dans environ 300 millions d'années, ces micrométéorites seront tombés dans le champ magnétique de la planète géante. Alors Saturne, c'est une planète très complexe, dont effectivement cette particularité est assez étonnante, c'est ces anneaux. On ne sait pas si les anneaux sont très vieux ou s'ils sont récents. C'est curieux d'ailleurs, parce que s'ils sont très vieux, on ne comprend pas comment ils sont encore là. Et s'ils sont très récents, on ne comprend pas pourquoi ils sont là. Les anneaux, on ne devrait pas les voir, c'est exactement comme la fumée de cigarette. Les particules de la fumée de cigarette, normalement, votre œil ne devrait pas être capable de les percevoir. Pourquoi on voit la fumée de cigarette ? Parce que la lumière du jour, ou la lumière d'un éclairage, rétro-éclaire les particules de votre cigarette, et du coup, vous voyez la fumée de cigarette. C'est exactement la même chose pour les anneaux de Saturne. Ils sont tout petits, les anneaux de Saturne. C'est quoi ? Ce sont des poussières et des cristaux de glace. Il faut reconnaître que si vous avez jamais vu Saturne dans une lunette, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. C'est absolument émouvant, je dirais, de voir que oui, on a vraiment ce petit monde avec cette petite sphère, et puis on a vraiment des immenses anneaux autour. Et ils sont vraiment gigantesques, hein. En gros, vous avez la planète là qui est à peu près 9-10 fois la taille de la Terre, et puis ces anneaux qui font donc 70 000 km de large, on pourrait mettre 5 fois la Terre dessus si on pouvait. Ils sont en fait assez fins. Alors, quiz, quelle épaisseur? On peut imaginer qu'ils font, je sais pas, 1000 km de diamètre, 1 km de diamètre, 10 mètres, 100 mètres, 1 mètre. En réalité, ils font moins de 10 mètres d'épaisseur. C'est incroyablement fin. 70 000 km de large, 10 mètres d'épaisseur. Donc c'est quand même des objets très spectaculaires. Si on ne les avait pas vus, on ne les aurait pas imaginés. C'est un phénomène naturel vraiment sans équivalent. Cela dit, on trouve des anneaux ailleurs, mais des anneaux aussi spectaculaires, là, c'est vraiment unique. Moins complexes que ceux de Saturne, Uranus compte 13 anneaux. Uranus et Neptune, les deux géantes de glace. Pourtant, sous leur couche de nuages, elles sont en fait principalement composées d'éléments liquides. Si les deux géantes sont de taille similaire, Neptune est significativement plus massif qu'Uranus. Elles se différencient également par l'inclinaison de leur axe de rotation. Celui d'Uranus présente la particularité, unique dans le système solaire, d'être couché dans le plan de son orbite, donnant l'impression que la planète roule autour du Soleil. Triton, le plus gros satellite de Neptune, est un objet stupéfiant. Il est le seul du système solaire à tourner dans le sens opposé à la rotation de sa planète. Couvert de glace d'azote, il est un des objets les plus froids du système solaire, avec moins 235 degrés à sa surface. Alors déjà, Uranus et Neptune, à l'œil nu, on ne les voit pas de la Terre. Donc c'est très difficile. Donc elles ont été découvertes très tardivement. Toutes les autres planètes du système solaire, on les connaît depuis l'aube des temps. Or, ce sont des objets qui sont lointains. Jusqu'ici,
On a une sonde voyageur qui est passée à côté d'Uranus et de Neptune, une fois. Donc bon, voilà, avec une sonde qui passe rapidement autour d'une planète, c'est clair que c'est pas avec ça qu'on va avoir énormément d'informations. On a eu des informations, c'est clair que c'est mieux que de rien avoir, mais il faudrait de nouveau des missions pour étudier Uranus et Neptune spécifiquement, donc des missions qui vont devenir des satellites de ces planètes-là. Si on met à l'échelle, par exemple, si on imagine que le Soleil a ma taille, de manière très humble, donc on imagine que le Soleil est ma taille, la Terre va avoir la taille d'un grain de raisin, Jupiter, ça va être un melon, Saturne, un pamplemousse, et en gros, Uranus-Neptune, ça va être des balles de tennis, à peu près 4 fois la taille de la Terre, c'est à peu près 17 fois... Neptune, c'est 17 fois la masse de la Terre. Donc ce sont des mondes, en fait, très riches en glace, un gros cœur de glace d'eau, et puis au-dessus, une épaisse atmosphère d'hydrogène et d'hélium, et puis avec un petit peu de méthane, ce qui font que l'une comme l'autre, elles sont... donc Uranus est un petit peu d'aspect verdâtre, bleu-vert, et puis Neptune est d'un magnifique bleu. Ce sont des mondes assez fascinants, qui sont très intéressants et dont l'intérêt est particulièrement mis en avant actuellement parce qu'on n'arrête pas de trouver autour des autres étoiles, parmi les planètes extrasolaires, des Neptunes, des planètes de cette gamme de taille. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement dans le domaine exoplanétaire aujourd'hui, on en trouve de plus en plus de ces Neptunes. Et donc on commence à se dire qu'il faudrait quand même qu'on en sache plus sur Uranus et Neptune dans notre système solaire. Pour beaucoup de mes collègues, et moi y compris planétologues, on n'a qu'une envie, c'est qu'on construise une nouvelle mission qui irait explorer Uranus et Neptune, idéalement avec le même genre de sonde spatiale, comme ça on pourrait comparer un peu les deux, comprendre leurs différences. Il faut savoir aussi que, comme Jupiter et Saturne, elles sont accompagnées de toutes sortes de lunes qui sont très souvent très intéressantes, et ma préférée, c'est une lune de Neptune qui s'appelle Triton. Triton, en fait, c'est un petit monde glacé, mais qui est très intéressant parce qu'elle a une atmosphère. Il n'y en a pas beaucoup des atmosphères dans le système solaire, et parmi les mondes, on a évoqué Titan, satellite de Saturne, qui a une épaisse atmosphère. Eh bien, Triton a une fine atmosphère d'azote, mais ça la rend particulièrement attachante, pour moi qui étudie les atmosphères, parce qu'on voit des brumes, il y a des geysers, il y a des nuages, et ça, c'est quand même assez rare dans le système solaire. L'orbite de Neptune est croisée d'une ancienne planète, Pluton. Planétoïde de petite taille, elle a été considérée pendant presque un siècle comme la 9e planète du système solaire. Mais à la fin du XXe siècle, de plus en plus d'objets similaires furent découverts dans le système solaire externe. En particulier Eris, alors estimé légèrement plus grand et plus massif que Pluton. Cette évolution a amené l'Union astronomique internationale à redéfinir la notion de planète. Cérès, Pluton et Eris se classent depuis 2006 comme des planètes naines. Donc, pendant très longtemps, on avait une vision du système solaire très pratique. On avait près du Soleil les planètes rocheuses, au-delà les planètes géantes. Et puis, en 1930, on a découvert un truc tout seul, Pluton. Au début, on a cru que ça avait la taille de la Terre, puis peu à peu, on s'est rendu compte, non, c'est un petit objet, etc. Et puis, on a tous appris pendant très longtemps qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire, avec la dernière, Pluton. Et puis, dans les années 90, grâce aux meilleurs télescopes, et beaucoup d'astuces de mes collègues, on a pu découvrir qu'il n'y avait pas non seulement Pluton, mais que pas loin, il y avait d'autres mondes. Parfois, c'était comme des gros astéroïdes, et parfois même des mondes qui avaient la taille de Pluton, la taille de planètes. On en a trouvé 1, 2, 3, et au bout d'un moment, on s'est dit, mais combien il y a de planètes? Parce qu'on a trouvé Eris, par exemple. Eris, qui est un petit peu au-delà de Pluton, est plus massif que Pluton, c'est plus gros. Alors, Eris est donc une planète, mais si Eris est une planète, Makemake qui est à côté est aussi une planète. Bref, on s'est dit, bon, alors il y a 8 planètes, 9 planètes, 50 planètes, 100 000 planètes. Et du coup, l'Union astronomique internationale, c'est-à-dire l'organisme qui regroupe tous les astronomes professionnels sur Terre, elle a redéfini les astéroïdes et les planètes. Pluton a été déclassé, on l'a changé de famille, on a inventé une nouvelle famille, la planète naine. Alors, quelle est la définition? Pour être une planète, il faut être tourné autour du Soleil. La Lune tourne autour de la Terre, donc c'est pas une planète. Il faut être suffisamment massif et gros pour que
ça se passe comme ça. Les forces gravitationnelles vous aient rendu sphérique. Donc c'est le cas de la Terre, de la Lune, de Cérès et de Pluton. Et enfin, troisième critère, il faut être tout seul sur son orbite, c'est-à-dire être suffisamment massif pour avoir fait le ménage et ne pas avoir un objet comparable sur la même orbite. C'est le cas de la Terre. La Terre, elle est toute seule. Enfin, elle a un satellite, la Lune, mais c'est tout. Vous savez que toutes les planètes tournent autour du Soleil. En tournant autour du Soleil, si elles sont conséquentes, elles nettoient. Il n'y a rien d'autre autour, à part elles et leurs satellites, s'il y a des satellites. Et c'est vrai comme ça pour toutes les planètes. Pas de bol, pour Pluton, ça ne marche pas. Pluton, il est accompagné d'un très grand nombre d'objets, parfois petits, parfois gros, qu'on appelle les plutoïdes ou les objets transneptuniens, si on prend toute la population, qui sont au-delà de Neptune. Et selon ce critère-là, on a dégradé Pluton, on a dit c'est une planète naine. Lancée en janvier 2006 par la NASA, la sonde spatiale New Horizons a été la première sonde à explorer le système plutonien. La composition interne de Pluton est pour l'instant inconnue. Mais des simulations basées sur les données de la sonde New Horizons ont renforcé la présomption de l'existence d'un océan interne d'une profondeur d'une centaine de kilomètres. Pluton possède une lune, Charon. Comparativement à Pluton, Charon est un très gros satellite, Pluton n'étant que 2 fois plus grosse que Charon. New Horizons devrait bientôt révéler les compositions de la surface des deux mondes. Un monde comme Pluton, en fait, c'est formé dans des conditions très froides et extrêmement riches en glace. Donc déjà, toute la surface, y compris le manteau sur des centaines de kilomètres d'épaisseur, c'est de la glace. Mais aux températures qu'il règne à cette distance du Soleil, typiquement il fait moins 230 degrés, la glace d'eau c'est comme du caillou. Hein. Toute la géologie de Pluton est basée sur une roche qui est la glace d'eau. Mais ce qui était très intéressant sur Pluton, c'est que par ailleurs, vous avez d'autres glaces, en particulier la glace d'azote, et puis vous avez aussi la glace de méthane. Et tout cet ensemble-là se mélange, forme des glaciers. Et comme sur Terre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les glaciers d'azote, eux par contre, peuvent se déformer et ils peuvent couler. Et ils peuvent donc créer des chaînes de montagnes et sculpter des falaises, exactement comme on trouve dans les Alpes. Ça fait un monde magnifique. En plus, vous avez en équilibre avec ces glaciers d'azote, une atmosphère d'azote et de méthane, comme sur Titan. Et vous avez donc une magnifique couverture de brume qui se forme dans l'atmosphère de Pluton. C'est un monde absolument extraordinaire. Et puis Pluton, c'est très particulier. Pluton, elle a un satellite, c'est Charon. Mais ce n'est pas vraiment son satellite. C'est un couple dual. C'est-à-dire que Pluton est le satellite de Charon, et Charon est le satellite de Pluton. C'est un couple parfait. Pluton montre tout le temps la même face à Charon, et Charon montre tout le temps la même face à Pluton. Ce n'est pas le cas sur la Terre. Sur la Terre, la Lune nous montre toujours la même face, mais nous, on ne montre pas toujours la même face à la Lune. Derrière Pluton et Charon, il y a encore plus loin d'autres mondes solides, tout aussi petits, très sombres, parce que c'est très sombre, probablement très intéressants à explorer. Pluton se situe dans la ceinture de Kuiper. Cette zone en forme d'anneau est très similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais 20 fois plus large. Les objets de la ceinture de Kuiper sont majoritairement constitués de composés volatiles gelés, comme le méthane, l'ammoniac ou l'eau. La ceinture de Kuiper n'a pour l'instant jamais été explorée par une sonde spatiale. Bien au-delà de l'orbite des planètes et 10 000 fois plus éloignée de la ceinture de Kuiper, un immense ensemble sphérique de corps errants. Le nuage de Oort, la frontière gravitationnelle du système solaire. Au-delà, le vide intersidéral.
Kuiper, c'est une zone du système solaire qui s'étend en fait de Neptune à très très loin après Neptune. Au-delà de ça, il y a le nuage de Oort. Et là, on est plutôt dans une zone théorique, plutôt que dans une zone purement démontrée, observée. Mais il faut bien voir que c'est exactement comme pour la ceinture d'astéroïdes. Quand on se le figure, nous humains, on a l'impression que c'est l'embouteillage et qu'il y a plein de choses. En fait, c'est le grand vide. La ceinture d'astéroïdes, entre deux astéroïdes, il y a 1 million de kilomètres qui séparent. Et entre les deux, il n'y a rien. C'est pareil pour Kuiper et pour Oort. Aujourd'hui, seules les sondes Voyageur 1 et 2 sont allées aussi loin. Lancées en 1977, elles ont à ce jour voyagé plus de 18 milliards de kilomètres et continuent de s'éloigner à la vitesse de 17 km par seconde. La prochaine fois que les sondes approcheront une étoile, ce sera dans 40 000 ans. Ils sont à ce jour les seuls engins conçus par l'homme à être sortis du système solaire. Alors, existe-t-il dans d'autres systèmes des planètes similaires à la nôtre ? Alors c'est vrai que ces dernières années, on a vécu une révolution extraordinaire avec la découverte de planètes extrasolaires. Alors il faut savoir que c'est paraît une évidence pour n'importe qui, pour le grand public, parce qu'il suffit d'aller voir Star Wars pour savoir qu'il y a des planètes partout. Mais en réalité, ça, on n'en était pas certain. En 1990, jusqu'en 1995, en fait, certains pouvaient se poser la question, mais est-ce que c'est si courant d'avoir des planètes ? Par exemple, il existait des théories qui disaient que pour former des planètes, on formait d'abord une étoile, et puis ensuite, il fallait que 2 étoiles se frôlent pour que de la matière soit arrachée et forme des planètes. Si ça avait été le cas, les planètes auraient pu être extrêmement rares dans la galaxie, et donc trouver une autre Terre ailleurs était vraiment très difficile. La meilleure première preuve, ça a été de découvrir, principalement dans les années 80, beaucoup de disques de matière autour d'étoiles jeunes. Pourquoi c'est important ? Parce que ça montre que les premiers stades de systèmes planétaires, on les retrouve ailleurs. Donc ça confirme la façon dont notre système solaire est né, et ça confirme qu'on pourrait avoir d'autres systèmes planétaires ailleurs. En octobre 1995, Michel Mayor et Didier Queloz annoncent avoir découvert la première planète en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil, une exoplanète. Elle se situe à environ 50,9 années-lumière de la Terre. Son nom, 51 Pégasi b. Elle a environ la moitié de la masse de Jupiter. Étant très proche de son étoile, elle effectue une révolution complète en seulement 4 jours. Les astrophysiciens ne s'attendaient pas à trouver une géante gazeuse aussi proche de son étoile, 1/20 de la distance Terre-Soleil. Pour cette raison, elle a été classée dans un nouveau type de planète, les Jupiters chauds, car sa température est d'environ 1000 degrés. La première méthode qui a fonctionné et qui en reste encore très très efficace, c'est de détecter la présence d'une planète parce qu'elle perturbe l'étoile elle-même. Par exemple, si vous prenez le Soleil, vous mettez à côté Jupiter, Jupiter par sa gravitation va influencer le Soleil et le Soleil va faire ça. Des fois elle vient un peu vers nous, des fois elle s'éloigne de nous. Eh bien ça change la longueur d'onde du rayonnement émis par l'étoile grâce au phénomène du décalage Doppler. Ce phénomène qui fait que, par exemple, quand une ambulance ou une voiture passe, elle fait « Quand elle s'approche de nous, le son est plus aigu, c'est-à-dire que la fréquence, la longueur d'onde du son n'est pas la même que quand elle s'éloigne. Et bien pareil, c'est comme si on avait une ambulance qui faisait « oui ». On fait ça avec non pas le son, mais avec la lumière venue de l'étoile. Et ainsi, ce faisant, on peut détecter le mouvement de l'étoile comme ça. On fait des statistiques et on découvre 1, 2, parfois jusqu'à 7, 8 étoiles autour d'un système. Ça, c'est la première méthode. L'autre méthode qui a beaucoup été utilisée, c'est quand on a la chance, alors il faut regarder plusieurs étoiles, il faut être un peu chanceux, quand on a la chance de regarder un système planétaire par la tranche, on ne voit toujours pas les planètes parce qu'elles sont très sombres par rapport à l'étoile. Mais de temps en temps, la planète passe devant l'étoile. Si vous faites une photo avant, pendant et après, vous voyez une baisse de luminosité. Si vous mesurez la lumière de l'étoile, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est passé devant l'étoile.
Il faut être chanceux, il faut avoir la chance de voir le système par la tranche, mais ça arrive, vu le nombre d'étoiles qu'il y a autour de nous, on arrive quand même à des bons résultats et à découvrir plein de planètes. En cette première moitié du XXIe siècle, des milliers d'exoplanètes ont été détectées, dans une grande variété de tailles et d'orbites. Observée depuis 2009, Kepler 186f est la première exoplanète tellurique de la taille de la Terre. Détectée par le télescope spatial Kepler, Kepler 186f est située à quelques 500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle gravite autour d'une naine rouge, Kepler 186, et est située dans la zone habitable de son étoile. La température à sa surface serait donc clémente pour que la planète possède de l'eau liquide. Mais elle ne serait pas la seule à proposer un monde propice à la vie. En 2020, des chercheurs ont dressé une liste d'exoplanètes qui présenteraient des conditions plus appropriées que la Terre pour accueillir la vie. Des mondes super habitables. Ces planètes auraient plus de biomasse et de biodiversité que notre Terre. Des conditions plus prometteuses pour des formes de vie complexes. Sur 4500 exoplanètes analysées, seules 24 planètes regroupent les caractéristiques de taille, d'âge ou de température qui en feraient des mondes super habitables. Et de ces 24 exoplanètes, KOI 5715-01 serait l'exoplanète parfaite. Elle est considérée aujourd'hui comme une planète potentiellement colonisable. La remplaçante de la Terre est-elle toute trouvée ? Peut-être. Mais à 2964 années-lumière de la planète bleue, un voyage de plusieurs millions d'années. Effectivement, c'est incroyable de se dire qu'on découvre aujourd'hui des centaines d'exoplanètes par an et on ne connaît pas encore complètement notre système solaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des systèmes très très différents. Des systèmes avec des Jupiters qui sont très près, Jupiter chaud, donc très près de leur étoile. On a des systèmes avec plus ou moins de planètes géantes, plus ou moins de planètes type Neptune. Donc on se rend compte qu'il y a toute une diversité, que finalement notre système solaire qu'on a toujours pris en exemple, bah oui, mais c'est un parmi d'autres. Et donc du coup, ça nous amène à réviser forcément notre vision de la formation des systèmes planétaires et de notre système en particulier, essayer de voir finalement pourquoi est-ce que nous on est dans cette configuration-là et pas les autres, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut expliquer les choses. Donc c'est clair que ça n'a pas été sans conséquence. Donc on commence maintenant à trouver des planètes plus petites que des planètes de Jupiter, des planètes comme la Terre, ou presque de la taille de la Terre, et on commence à comprendre aussi que certaines de ces planètes ont des atmosphères. Et on commence à mesurer les températures de ces atmosphères. La première grande question, c'est y a-t-il d'autres terres, en termes de y a-t-il d'autres mondes couverts d'océans, avec des atmosphères comme il faut, etc. Ça, l'enquête vraiment dans les années à venir va vraiment progresser grâce aux télescopes géants, aux nouveaux télescopes spatiaux. Et ça va être une révolution. On va découvrir toutes les possibilités d'atmosphère et d'environnement qui existent et on saura si des mondes couverts d'océans sont nombreux ou pas. Et puis l'autre grande question, c'est est-ce que dès qu'il y a de l'eau liquide avec un peu de carbone quelque part, est-ce que la vie démarre ? On ne sait pas quelle est la réponse, on ne sait pas si on va en trouver, mais au moins on cherche, ce qui est quand même le processus fondamental. On ne va pas laisser la question comme ça juste reposer et dire on s'en fiche. Non, c'est une vraie question scientifique qu'on étudie par différents moyens, dans le système solaire avec des échantillons et ce genre de choses, ou dans d'autres systèmes planétaires en se disant on va étudier l'atmosphère, essayer de voir s'il y a des biomarqueurs, donc des marqueurs liés à la vie. Et voilà, c'est une vraie question scientifique. Il y a des milliards de planètes, donc ça serait bien le diable qu'on soit les seuls. Il y a forcément dans le lot des endroits où il y a une lune qui va stabiliser, une planète avec une magnétosphère, une planète avec une hydrosphère, une planète avec les acides aminés, ensemencée par les comètes et les astéroïdes dont on a parlé, etc., etc., etc. Tout ça fait qu'il
il y a peut-être effectivement d'autres endroits où la recette avait tous les ingrédients au bon moment en même temps. Ou pas. Au 1er juillet 2020, 4281 exoplanètes ont été confirmées dans 3163 systèmes planétaires, dont 701 systèmes planétaires multiples. Ce qui, en extrapolant, signifierait qu'il y aurait plus de 100 milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Alors, si l'univers comporte plus de 100 milliards de galaxies, notre planète, la Terre, serait-elle la seule à avoir vu éclore la vie ?